Le RCT continue d'impressionner alors que le Stade niçois a des regrets. Le Gym enchaîne à domicile mais la SM trébuche à Lille. Ce vendredi, les Aigles de Nice affronteront les Brûleurs de Loups. Autour des Alpes-Maritimes, les Azuréens ont été au rendez-vous. Une Roca Team affaiblie reçoit ce soir l'Asvel. Pas de place au coup de mou. And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette 15e d'Azurément Sport. Installez-vous confortablement, on est ensemble pendant une demi-heure pour débriefer ce qu'il s'est passé sur la Côte d'Azur ces derniers jours. Et on refait le week-end avec vous, Quentin Barbaza. Et on commence avec un carton plein de nos clubs de volley. Cannes l'emporte face à Paris, son concurrent direct dans la lutte pour les playoffs. Victoire 3-7-1 des Dragons qui prennent 5 points d'avance sur les Parisiens au classement. Prochain match pour eux, ce sera à Saint-Nazaire ce samedi. Et Nice enchaîne une seconde victoire consécutive, succès 3-7-1 sur le parquet de 7. Les Niçois reste 7ème mais reviennent à un petit point de la 6ème place occupée par Poitiers. Prochain rendez-vous ce samedi avec la réception du Plessis-Robinson. En football américain, toujours pas de victoire pour les Dauphins de Nice cette saison. Lourde défaite 27-0 à Marseille. Prochaine journée face à Toulouse ce samedi à 19h au stade des Arboras. De son côté, Cannes a signé une véritable remontada. Menée rapidement 28-7 par les Argonautes d'Aix-en-Provence, les Iron Masks s'imposent finalement 35-34. Troisième victoire consécutive pour les Cannois qui tenteront de poursuivre cette série d'invincibilité le dimanche 9 mars face à Marseille. Un mot de football amateur à présent. Grasse fait la mauvaise opération du week-end, défaite 1-0 à domicile face au Puy. Les Grassois descendent à la 4ème place et sont désormais à 4 points du leader Cannes. On en parlera dans quelques minutes d'ailleurs dans Azurément Goal. À Cannes ce dimanche avait lieu 2 courses et c'est allé très vite. 2 records de l'épreuve ont été battus, à commencer par le 10 km féminin et la victoire de Jana Van Lent en 31 minutes 06, soit plus d'une minute plus rapide que Likina Amebo en 2022. Chloé Herbier améliore la meilleure performance de quasi 2 minutes et remporte le semi en 1h10.03. Chez les hommes, Clément de Flandre est sur la plus haute marche du podium du 10K grâce à son 28.50. Au semi, un nom bien connu triomphe avec un petit 1h04.26. Il s'agit de Raphaël Montoya. Quand je dis bien connu, c'est bien entendu parce qu'il a remporté à 2 reprises la Prom Classique. Toute l'actu rugby pro de la région, c'est maintenant avec Azurément Moll. Vendredi soir, les rugbymen du Stade niçois affrontaient Montauban pour la 21e journée de Pro D2. Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent, Quentin Barbaza. Effectivement, Bastien, toujours pas de victoire à se mettre sous la dent pour les Niçois. Vendredi, les Rouges et Noirs ont une nouvelle fois cédé sur leur pelouse. Une défaite 15-7 face à une équipe de Montauban, pourtant pas dans un grand soir. Les joueurs du Tarn-et-Garonne ont tombé un nombre incalculable de ballons, mais Nice n'en a jamais profité. Une fois encore, la maladresse offensive des Azuréens a coûté cher. On écoute d'ailleurs à ce sujet Mariano Taverna, l'entraîneur des avants niçois. En première mi-temps, on laissait trop d'énergie à 2 mètres de la ligne sans avoir de l'efficacité. Et cette énergie nous manque à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut la victoire. On tient tête depuis le matin, on est focus sur la performance, il y a des bonnes choses, mais il y a des erreurs récurrentes qu'on a vues. On répète les erreurs de passé. Il faut qu'on évolue un peu, il faut qu'on passe un cap. Je pense que Montauban il a bien géré son avantage, avec beaucoup de jeux au pied, beaucoup de pression, c'est leur qualité aussi. Et nous, on n'a pas pu se répondre en deuxième mi-temps, on arrive rarement dans les dernières 22 mètres. Pourtant, Nice a longtemps cru pouvoir renouer avec le succès hier soir. Comme face à Brive la semaine passée, les hommes du duo Compan-Taverna mènent 7-3 à la mi-temps avant de rester cloués sur place. La sortie de Paul Auradou, groggy après avoir été renversé comme une vulgaire quille, n'a pas arrangé les plans du staff, car ensuite plus aucun coup de pied ne mettait en difficulté les Montalbanais. Et les 40 dernières minutes ont été largement à l'avantage de Montauban. 2 essais encaissés en 3 minutes font passer l'écart à 8 points de retard, trop pour espérer revenir. Toutefois, il y a quelques motifs de satisfaction en défense. Nice a rendu une copie plus qu'honorable, avec 6 ballons volés et 82% de plaquage réussi. Des statistiques qui d'habitude ne grimpent pas si haut, comme quoi il y a des choses à retenir de cette rencontre, comme l'affirme Sacha Idoumi, le talonneur de Nice. On a vu qu'on avait plusieurs occasions où on était à 2 doigts de franchir la ligne d'essai et de marquer des points. Donc dans l'intensité, on y était. On a répondu présent, on a fait railler et on a vu que ça avait ouvert des portes. Malheureusement, on n'a pas su aller jusqu'au bout. On a réussi à les mettre aussi en difficulté sur quelques mauls, donc c'était bien. Au niveau du classement, le Stade niçois est toujours bon dernier, bien trop loin pour espérer quoi que ce soit dans cette fin de saison, mais les joueurs commencent à jouer libérés et à reprendre du plaisir ballon aux mains. Ça se sent, la victoire n'est plus très loin, et pourquoi pas l'obtenir lors du prochain match à domicile, ce sera face à Agen, une autre équipe mal en point.
On fait 150 km vers l'ouest et on grimpe d'une division pour prendre des nouvelles du RCT, une équipe que plus rien n'arrête. Même quand ils ne sont pas flamboyants, les Toulonnais dévorent tout ce qui bouge. Samedi après-midi, les hommes de la rade n'ont fait qu'une bouchée du Stade Français Paris, grâce à un doublé de Djuta Wainikolo toujours aussi tranchant lorsqu'il enfile ses crampons, et un Baptiste Serin au sommet de son art. Le RCT est implacable. Même si cette victoire a mis un peu de temps à se dessiner à cause de quelques erreurs, au final le bonus offensif est dans la poche. Une victoire nette et sans bavure, 24-6, allongeant la série des Varois à 4 succès de rang en top 14. Pendant quelques heures, ils ont même été en tête du championnat avant que Toulouse ne les déloge après leur succès contre Bayonne. Au final, après cette 17e journée, les Toulonnais sont deuxièmes, bien lancés vers les demi-finales directes. Et d'ailleurs, le public de Mayol a ovationné quelqu'un, un revenant. 34 semaines plus tard et après 8 mois de suspension, Melvin Jaminet a rejoué au rugby. L'arrière toulonnais que l'on n'avait plus vu ballon en main depuis une fâcheuse tournée en Argentine l'été dernier est apparu tout sourire ce samedi sur la pelouse de Mayol et surtout sous les hurrahs du public. Remplaçant au coup d'envoi, Jaminet a été acclamé dès la présentation des équipes avant de recevoir une ovation au moment d'entrer en jeu à l'heure de jeu à la place de Marius Daumont. Niveau sportif, il a rendu une copie quelconque, une bonne remise en jambe pour l'arrière international aux 20 sélections avant sans doute d'être titulaire ce week-end. Melvin Jaminet qui a d'ailleurs remercié le public toulonnais sur ses réseaux sociaux, je cite « Quel bonheur de retrouver les terrains, un immense merci au public pour ce magnifique soutien et à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ces longs mois. » Et Melvin Jaminet n'est pas le seul à être revenu sur la rade, une annonce a surpris tout le monde aujourd'hui, Quentin. Pincez-vous, asseyez-vous, faites ce que vous voulez mais ouvrez grand les oreilles. Ah, ce fameux haka pour célébrer le retour d'une légende, celle de Maanonou à Toulon. Oui, vous avez bien entendu, la légende All Black aux 103 sélections et 31 essais sous le maillot noir revient en top 14. Lui qui a désormais 42 ans et bientôt 43, a signé jusqu'à la fin de la saison en tant que joker médical de Charles Olivon sur le papier. Mais il va surtout pallier aux absences d'Antoine Frisch, Duncan Payoa et Mathieu Smiley au centre de l'attaque toulonnaise. Si le pari de président Lemaître semble un peu fou, depuis que Nonou est parti de Toulon en 2021, il jouait en MLR, la Ligue américaine, au San Diego Legion. Il assure être en forme physiquement, et en tout cas si le All Black entre en jeu ne serait-ce qu'une minute, il deviendrait le joueur le plus âgé à disputer un match de top 14, et un Nounou en 2 passages à Toulon n'a encore remporté aucun titre avec le club de la rade, alors peut-être que cette 3e pige sera la bonne. Et Pierre Mignoni l'assure, il ne se paye pas Maanonou comme une figure Panini ni comme un joueur prêt à jouer tous les matchs. Il espère d'abord que le All Black apporte psychologiquement à son groupe. Pour l'instant, Nounou est rentré en Nouvelle-Zélande prévenir sa famille, il ne jouera pas à Lyon ce week-end avant peut-être de postuler pour la réception de Perpignan fin mars après la trêve. On file maintenant vers les terrains de foot avec pas mal de choses à dire, jingle. Guessant, le but d'Evan Guessant. C'est parti pour Azur et Mongol. Et on commence avec l'AS Monaco qui se déplaçait samedi sur la pelouse de Lille pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. 4 jours après sa frustrante élimination en Ligue des Champions sur la pelouse de Benfica, les hommes d'Adi Hutter n'ont pas retrouvé le sourire à Pierre Mauroy, Jules Cotalorda. Plombé encore par les mêmes lacunes, les mêmes erreurs défensives qui vous empêchent d'aller accrocher un résultat, et c'est d'autant plus rageant que le contenu proposé en attaque est plus qu'intéressant, mais les Monégasques ont encore craqué à Lille dans leur propre moitié de terrain. Après l'ouverture du score d'Akon Haraldsson à la 22e minute pour le LOSC, Wilfried Singo met les siens dans l'embarras à 3 minutes de la mi-temps. Souhaitant ressortir le ballon et contourner le pressing nordiste, le défenseur central de l'ESM adresse un ballon dangereux à son capitaine Denis Zakaria dans sa propre surface de réparation. Jonathan David vient au contact du Suisse et le ballon se retrouve tranquillement dans les pieds de l'Islandais qui peut souffrir un doublé après s'y être repris à 2 fois pour battre Radoslav Majecki. Cela fait désormais 2-0 pour Lille alors que la mi-temps approche à grands pas. Mais juste avant qu'elle ne soit sifflée, un superbe but collectif permet aux joueurs de la Principauté de se relancer. 45e minute plus 1 dans le temps additionnel, Crépin Diatta déboule dans son couloir gauche et adresse un centre au second poteau. La tête de Marnes Akliouche trouve son avant-centre Mika Biretz qui d'une sublime talonnade permet à Takumi Minamino de réduire l'écart. 2-1, c'est le score lors du retour au vestiaire. Globalement dominé en première période, l'ASM tient le ballon en seconde pour tenter de revenir, mais peine à se montrer dangereuse. Les hommes de Bruno Genesio ferment bien les espaces et il n'y a que les coups de pied arrêtés pour exiger
résister. Trop peu pour récupérer ses errements de la première mi-temps. Score final 2-1 pour le LOSC qui lui passe devant au classement. Désormais 5e de Ligue 1, les Monégasques retrouveront Louis II vendredi avec la réception de Reims. Coup d'envoi à 20h45 et victoire obligatoire. Leurs voisins niçois, eux, sont dans une bien belle dynamique et ils l'ont confirmé le lendemain face à la lanterne rouge Montpellier-Rennes. Jules. Et ce sans son virage sud toujours suspendu suite aux incidents face à l'OM. Alors l'Allianz Riviera sonnait bien creux ce dimanche, mais ça n'a pas empêché les Aiglons de faire la différence dès la première période avec un nouveau but de Jonathan Klaus à la maison. C'est à la demi-heure de jeu que le latéral droit niçois, brillamment servi par Evan Guessant, croise parfaitement sa frappe. 1-0 pour l'OGC Nice. Ce sera le score à la mi-temps dans un match où Nice gère pour l'instant bien des Montpelliérains généreux dans les efforts, mais qui n'ont pas cadré le moindre tir. Et puis les hommes de Francaise ne vont pas davantage douter en seconde période. Non, une petite occasion pour Montpellier, la 58e en angle fermé, et puis le but du break à la demi-heure de jeu passé. C'est Hicham Boudaoui, encore intéressant ce dimanche après-midi, qui inscrit le second but du gym. Après une énième accélération dévastatrice d'Evan Guessant sur son côté droit, le ballon revient dans les pieds de Gaëtan Laborde qui donne intelligemment au milieu algérien. 2-0, les espoirs montpelliérains sont vains. Le score ne bougera pas malgré quelques dernières occasions pour les Niçois. Avec cette 6e victoire consécutive à domicile en championnat, le gym conserve sa place sur le podium de la Ligue 1 et revient même à 3 points de Marseille. Une qualification pour la Ligue des Champions apparaît de plus en plus envisageable pour les Rouges et Noirs. Une ambition à aiguiser dès samedi dans le Chaudron, coup d'envoi de Saint-Étienne-Nice à 17h. Et on referme cette page foot avec le grand rendez-vous du soir pour la Côte d'Azur. À 21h, la SCAN reçoit Guingamp en quart de finale de Coupe de France. Et le stade Pierre de Coubertin peut croire à l'exploit, Jules. Après avoir éliminé Grenoble et Lorient, il faut croire que les joueurs de Damien Haute se sont pris au jeu d'embêter des équipes de Ligue 2. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Ce soir, ils vont tenter la passe de 3 face à l'actuel 5e du championnat de France de 2e division. Mais attention, les Guingampais ne se déplacent pas dans les Alpes-Maritimes dans le costume d'une nouvelle victime. Sylvain Ripoll a d'ailleurs prévu d'aligner son équipe type. De quoi imaginer une belle confrontation entre les deux formations dans ce qui constitue un remake du quart de finale de 2014 au même stade de la compétition. Mais ce jour-là, ce sont les Bretons qui avaient pris la qualification avec une victoire 2-0 face à des Dragons réduits à 10 dès la fin de première période. Rendez-vous donc dans un peu plus de 2 heures pour changer l'histoire et l'écrire, surtout en atteignant les demi et apercevoir un peu plus le Stade de France et Saint-Denis. C'est le moment d'accueillir notre invité. Il est attaquant et capitaine depuis plusieurs semaines des Aigles de Nice. Il s'agit de Nicolas Ruel. Il n'a pas pu être présent ce soir en raison d'une réunion d'équipe, mais il nous a accordé quelques minutes après l'entraînement du jour à la patinoire Jean-Bouin. Nicolas Ruel, bonjour. Bonjour. On rappelle que vous finissez donc 8e de cette saison régulière de Synerglass Ligue Magnus, même place que l'an dernier. Comment vous la jugez cette saison régulière ? Est-ce qu'on est quand même satisfait d'être dans les playoffs ou on visait un petit peu plus haut ? Non, on est satisfait. Après, on peut toujours faire mieux en tant qu'athlète, compétiteur. On cherche toujours le meilleur, mais le but était de faire les playoffs. On y est. Maintenant, bien sûr, on peut faire mieux. Chaque équipe, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Après, voilà, on est dans les playoffs et puis on va jouer match après match maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu des regrets ? Il y a eu pas mal de matchs où ça s'est joué à des détails, souvent à la fin, des matchs après prolongation. Est-ce que, là c'est Grenoble en face, ça s'annonce quand même extrêmement compliqué. Est-ce que finir 7e, 6e, avoir Angers ou Bordeaux, c'était un petit peu plus abordable ou c'est la même chose pour vous ? Regret, ouais, non. Dans la vie, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Après, il y a des matchs où ça aurait pu basculer de notre côté. Notamment, on a eu 4 ou 5 prolongations qu'on a perdues. Donc, bien sûr, prendre 4 ou 5 points en plus, ça aurait été plus, entre guillemets, mieux pour être mieux classé. Mais voilà, ça peut être Grenoble, Briançon, peu importe. On va jouer nos cartes, on n'a rien à perdre. C'est eux qui ont tout à perdre, c'est pas nous. Donc nous, on n'a pas 5 ou 6 millions de budget. Donc voilà, on n'a rien à perdre. Eux, ils ont tout à perdre. Donc nous, on va y aller à fond et puis on verra. On va prendre chaque match les uns après les autres. Vous l'avez mentionné, il y a eu ce changement de staff donc à 10 matchs de la fin de cette saison régulière. C'était nécessaire pour vous en tant que joueur cet électrochoc ? C'était nécessaire. Oui, il manquait un peu de communication avec les anciens coachs que je respecte totalement d'ailleurs. Mais ouais, je pense qu'ils ont un petit peu perdu le vestiaire. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient plus, beaucoup de négativité. Donc je pense qu'il fallait ramener un brin d'air frais.
et plus de positif, et je pense que ça nous a aidé sur la fin de saison à gagner notamment des matchs un peu cruciaux, on va dire. Donc non, je pense que c'est que du positif, et puis voilà, faut pas regarder derrière, faut regarder vers l'avant maintenant. Après, c'est un changement qui n'en est pas vraiment un, puisque Pascal Margerie grimpe d'un cran et Marc-André Lévesque, qui était votre capitaine, passe en tant qu'adjoint. Donc j'imagine que ça doit faciliter aussi. Ouais, exactement. Marc-André, c'est le capitaine, donc il parlait beaucoup. C'est un rôle leader dans l'équipe, donc forcément, ça va pas changé grand-chose, on va dire. Pascal était à la vidéo, maintenant, il a step up un petit peu. Donc non, ça change pas énormément. Après, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de positif, beaucoup plus d'énergie. Ils n'ont pas changé le système au complet, on n'avait pas le temps pour ça. Donc voilà, on est resté un peu sur la même chose, on est un peu plus agressif, de changer 2-3 détails, mais rien de fou, on va dire. Vous êtes sur EDJ FM dans cette 15e d'Azur et Mon Sport. On revient juste après ça. Tous les jeudis, retrouvez la matinale d'Exact. Notre équipe de journalistes fait le tour de l'actualité de la semaine à partir de 8h30 pour tout vous expliquer. Politique, économie, culture ou encore sport, on vous aide à comprendre le monde qui nous entoure. La matinale d'Exact, c'est tous les jeudis à 8h30 en direct sur EDJ FM. Et on va aborder dans quelques instants cette série de matchs face à Grenoble, mais aussi sur d'autres points un peu plus généraux. Ils étaient venus gagner là à Jambouin il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, 3-1. Vous aviez rivalisé sur la première moitié de la rencontre avant de craquer ensuite. Quelles vont être les clés un petit peu de ces matchs-là face à Grenoble ? Vous avez parlé de jouer libéré. Est-ce que c'est évident de jouer libéré en play-off quand même ? Ouais, après, les play-offs, c'est une nouvelle saison. Hein, donc, j'ai pas envie de dire que pendant la saison, on n'y va pas à 100%, mais là, on va y être à 200. Donc, ça va totalement changer. Il y aura plus de niaque, ça va jouer plus intense, plus physique. Surtout Grenoble ont des gros gabarits, donc nous, il va falloir qu'on y aille. Donc, non, c'est une toute nouvelle saison. Nous, c'est simple, il faut juste jouer, je pense, solide défensivement, ça va être la clé. Être solide défensivement 60 minutes. Et jouer nos chances, il va falloir être intense, jouer physique, bloquer des shoots. Voilà, s'il y a des petits bobos, il va falloir jouer avec des petits bobos, c'est comme ça, c'est le hockey, c'est les playoffs. Parfait. J'avais une question plus globale sur votre vision générale par rapport au hockey. Vous estimez que c'est en progression? On sait que les sports américains, c'est jamais trop évident en France. Le football américain a un peu du mal à se démocratiser. Quelle vision vous avez sur le hockey et sa progression en France? Très long au démarrage. On voit après que la Magnus a énormément évolué, spécialement dans le hockey. Ça a évolué, ça ramène beaucoup plus d'Européens, de Nord-Américains, de Canadiens, un peu partout. Après, ça se développe mal parce que c'est pas télévisé, tout simplement. Hein. Ça serait télévisé comme le foot, on aurait des vraies infrastructures, de quoi travailler. Si on regarde par exemple le foot et le rugby, on travaille bien plus qu'eux. Hein. Ils jouent un match en semaine et nous on en joue 3. Hein. Donc notre corps il est plus fatigué que le leur qui court. Hein. Donc non, moi je trouve qu'il y a un peu d'injustice, un petit peu. Mais c'est comme ça, on fait avec. Hein. On touche pas des millions, et voilà. Je trouve ça un peu dommage, peut-être un peu plus télévisé, mais on voit que dans les autres pays, le sport, c'est le sport numéro 1, le foot, le hockey, l'US, le basket. Nous, en France, il n'y a que le foot, quoi. Le reste, c'est compliqué à se développer, donc je pense qu'il y a un gros progrès à faire là-dessus en France. Et je pense que ça serait bien pour tous les Français qui font un sport, qui ait un peu de récompense dans les infrastructures et tout ce qui va avec. Et vous avez fait un petit peu le tour de France du coup. Comment est Nice par rapport aux autres villes en termes d'engouement? Quelle comparaison vous faites un peu? La patinoire déjà elle est un peu plus petite que celle que j'ai faite, notamment la dernière année je suis passé par Marseille, la plus grande de France, donc il y a un petit écart quand même. Mais même si elle est petite, il y a toujours l'ambiance, les supporters ils répondent tout le temps présents, donc franchement c'est super. Puis la qualité de vie ici est vraiment top, donc on va dire que ça rattrape un peu la patinoire qui est petite. Mais je prends beaucoup de plaisir à être ici, à jouer ici, et puis les gens sont super sympas ici et il y a une super ville, donc tout se passerait bien. Justement, il y a ce projet à long terme d'ici les Jeux d'hiver 2030 avec une nouvelle patinoire, donc on annonce un peu plus de 10 000 places je crois, mais ce sera à Nice-Ouest. Quelle vision vous avez à ce sujet-là? Est-ce que vous pensez qu'il y aura
toujours plus de monde ou ça va faire un petit peu vide du coup dans cette grande patinoire? Non, moi je pense que ça peut attirer du monde justement parce que là c'est en centre, donc c'est sûr les gens c'est facile pour eux, le tram, les transports en commun, tout ça, mais moi je trouve ça bien excentré de la ville, notamment le stade de foot est là-bas et ils n'ont pas de problème, je trouve, de supporters, ou pas énorme on va dire, donc je pense que ça peut être que bien, il y aura des places de parking pour se garer, les gens peuvent venir en tram aussi, hein. Ça changera pas grand chose, donc non je pense que moi je trouve ça bien d'excentrer un petit peu, donc non moi je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde dans les années à venir avec le projet qui est très intéressant ici. Merci Nicolas Ruel d'avoir été avec nous. Merci à vous. 2 premiers matchs de play-off à Grenoble vendredi et dimanche. Les matchs 3 et 4 auront lieu mardi et mercredi prochain à Jean-Bouin. On rappelle que la première équipe à atteindre 4 victoires se qualifie pour les demi-finales. On file désormais vers les fous du guidon, c'est l'heure du ravito. T'es grand aujourd'hui, t'es très grand, allez mon grand. Ce week-end de folie a débuté par la Classique VAR ce vendredi entre le Luc en Provence et le mythique Mur de Fayence. La victoire est revenue à un coureur un peu inattendu, Maxence Mullier. Une classique VAR avec un départ sur le circuit automobile du Luc qui a donné des idées au peloton. La course est partie sur les chapeaux de roue avec des attaques dès le kilomètre 0 et une échappée de 5 coureurs dont 2 du team Nice Métropole Côte d'Azur, le champion de Finlande Jaakko Hänninen et Damien Gérard. Le peloton décide alors de laisser partir les fuyards qu'il estime sans grand danger pour la victoire finale. Le chronomètre grimpe et le groupe de tête porte son avance à 5 minutes. On se dit alors que les Niçois vont faire les sprints intermédiaires et les grands prix de la montagne comme sur le Tour de la Provence, mais un homme en a décidé autrement, Baptiste Weistrofer. Le jeune coureur de 24 ans de l'équipe Lotto Cycling Team n'a rien laissé à ses concurrents et rafle la totalité des sprints et des GPM. Et le peloton estime que l'avance de 5 minutes des 5 hommes de tête est trop importante. Les formations Bahrain Victorious et Airbnb Hotel se mettent à rouler pour tenter de revenir sur les fuyards. Le peloton est en ordre de marche et les cars font comme neige au soleil. Jaakko Hänninen décide alors de se sacrifier pour son grimpeur Damien Gérard. Objectif, le mettre dans les meilleures dispositions au pied du mythique mur de faïence et ses pentes à 20%. Damien Gérard sera finalement repris par le peloton juste après la flamme rouge et les favoris attaquent de toutes parts. La bataille a lieu entre les cadors. Victor Lafay et le champion de France Paul Lapera sont au coude à coude avec Kevin Vauquelin et Christian Scaroni dans les pourcentages les plus difficiles du mur de faïence. Mais dans la dernière épingle, c'est l'Italien qui prend l'avantage avec quelques longueurs d'avance. Le coureur de XDS Astana remporte cette classique VAR devant le français Paul Lapera et Victor Lafay. Une classique VAR où les coureurs du team Nice Métropole auront montré le maillot une bonne partie de la journée. Le peloton a enchaîné le samedi et dimanche avec le Tour des Alpes-Maritimes et encore une fois, il y a eu du spectacle et des rebondissements sur les routes azuréennes. Du spectacle, c'est le moins qu'on puisse dire. La première étape avait lieu entre Contes et Gourdon, une étape longue de 163 km avec au menu le col de Saint-Roch dès l'entame de course dans des conditions dantesques avec une pluie battante. L'équipe IF Education Easy Post se met aux avant-postes du peloton et les hommes de Richard Carapaz impriment un gros tempo. De nombreux coureurs sont distancés avant même le sommet, autant dire que la journée a été très très longue pour certains. À la suite de nombreuses chutes et ennuis mécaniques, de nombreux coureurs ont été contraints à l'abandon, comme Damien Gérard avant le sommet du col de Saint-Roch et Carter Guichard, le pensionnaire du team Nice Métropole, victime d'une vilaine chute en début de course dans une descente. Il faudra attendre les pentes de Gourdon, qui sera le juge de paix de cette étape pour voir des coureurs faire la différence. Le Canois Lenny Martinez attaque avec son coéquipier Santiago Buitrago pour lâcher l'équatorien Richard Carapaz. Ce dernier finira par craquer et laissera partir les deux hommes de tête de Bahrain Victorious. Seul Christian Scaroni est présent parmi eux et finit par l'emporter au sommet au sprint devant Buitrago et Lenny Martinez. Déjà vainqueur la veille dans le Var, Christian Scaroni montre une nouvelle fois toute sa puissance et prouve qu'il est le plus fort sur cette première étape du Tour des Alpes-Maritimes. Comment s'est passée cette deuxième étape, Maxence ? La deuxième étape entre Villefranche-sur-Mer et Vence, longue de 132 km, a été tout aussi folle que la première. Dès le départ, donné au cœur de la citadelle Saint-Elme, face à la mer scintillante, le décor était planté pour une journée d'exception. Christian Scaroni et ses
coéquipiers de l'équipe XDS Astana ont été mis sous pression dès le début d'étape dans le col d'Aise avec de nombreuses attaques des formations Bahrain Victorious et IF Education Easy Post. Mais tout rentre dans l'ordre après 50 km de course. Seuls 2 hommes sont en tête, il s'agit de Louis Barré et Harrison Sweeney, qui seront à l'avant jusque dans la montée de la Cine. Avance une montée au Buitrago, attaque pour tenter de mettre à mal Scaroni, mais l'Italien bien en jambes ne se laisse pas décramponner de la roue du Colombien. La formation Decathlon AG2R, la mondiale, se met en formation pour rouler à l'avant du peloton d'une vingtaine d'unités pour son leader Dorian Godon. L'équipe française reprend les 2 fuyards à quelques mètres de la ligne et Dorian Godon lance le sprint qu'il remporte haut la main. Le Niçois Clément Champoussin termine 4e et le Monçois du team Nice Métropole Côte d'Azur Andrea Mifsud termine 5e. Le classement général sera remporté par Christian Scaroni devant Santiago Buitrago et le Canois Lenny Martinez qui s'adjuge le classement de meilleurs jeunes. Un triptyque azuréen qui a répondu à toutes les attentes. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Pas de match pour la Roca Team ce week-end, mais toujours des choses à dire, jingle. 3 Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Après une défaite amère en finale de Leaders Cup, la Roca Team a un nouveau trophée en ligne de mire, la Coupe de France. Les Monégasques disputent le quart de finale ce soir à Gaston Médecin face à l'Asvel. Un match important pour repartir de l'avant, mais avec une préparation particulière, Bastien Rag. Oui, particulier, c'est le moins que l'on puisse dire. Quentin Padelio Kobo, Mathieu Strazel et Peter Corneli appelés avec l'équipe de France. La nouvelle recrue Daniel Theiss continue de faire les bonheurs de la sélection allemande. Quant à Yurios Papagiannis et Vassilis Panoulis, ils ont pris l'avion direction leur pays natal, la Grèce. L'un joueur, l'autre sélectionneur. Les Français ainsi que le coach ne sont revenus qu'aujourd'hui en fin de matinée. Daniel Theiss, lui, est arrivé sur le rocher ce lundi matin et était bien présent à l'entraînement. Tout comme l'intérieur grec, ce doit être sûrement l'avantage d'avoir un sélectionneur qui est aussi ton entraîneur en club. En attendant, les coéquipiers de Mike James ont dû faire sans tout ce beau monde. L'adjoint Ilias Kansouri a fait l'intérim et à l'entendre, le contexte n'est pas forcément évident. For sure it's difficult. You know, we miss first of all the coach. Bien sûr, c'est compliqué. Nous n'avons pas en premier lieu notre coach, mais aussi plusieurs pièces importantes de notre effectif. Mais c'est comme ça. Nous devons faire face à toute adversité et surpasser les difficultés. Nous savons que le calendrier est extrêmement compliqué et actuellement c'est fou. Mais nous devons nous ajuster, être responsables et professionnels. Les bonnes équipes montrent leur caractère dans leur façon de rebondir et réagir tous ensemble. Nous avons besoin aussi d'intégrer Daniel dans notre collectif. C'est une chose très importante là maintenant et nous devons prendre match par match. Et cela commencera dès ce soir face à l'Asvel, un adversaire plus que compliqué en sortie de trêve. Mais pour Terry Tarpé, l'ADN Spanoulis basé sur la circulation de balles et la polyvalence a fait le travail en amont. Je pense qu'on a fait de bons boulots avant. On a un gros roster, donc tous les entraînements, on change le match-up, on change le 5, donc tout le monde peut jouer plusieurs positions. Et défensivement, on a vraiment des gars qui peuvent changer tout, qui peuvent garder plus qu'une seule position. Donc, encore, ça fait des matchs un peu, je vais dire, bizarres, différents, quoi, mais on a toujours notre identité. Coup d'envoi de ce quart de finale face à l'Asvel à 19h30, donc à la salle Gaston Médecin. Un match important, mais que les Monégasques disputeront certainement avec un effectif remanié, Bastien. Oui, on vient de recevoir d'ailleurs la feuille de match par Lisa Fernandez-Martins et Marius Druer qui sont sur place. Eh bien, pas d'Elio Kobo, pas de Daniel Theiss, sûrement encore trop juste. Elio Kobo aussi qui a pas mal joué avec l'équipe de France. Mais il y aura bien Mathieu Strazel et Peter Corneli. Alors à voir combien de minutes ils vont disputer. Le reste après c'est du classique. Yurios Papagiannis est bien là. Blossom Game Alpha Diallo sont évidemment présents. Jordan Lloyd, Mike James bien sûr, Nick Calates et Johan Bégarin, Terry Tarpé pour venir compléter cette attaque monégasque. Alors on va voir comment ça va se passer face à cette équipe de l'Asvel. Ça va pas être évident et surtout voilà combien de temps Mathieu Strazel et Peter Corneli vont jouer après le double match face à la Croatie et la Bosnie hier soir. On va voir, mais c'est pas sûr. Et comment ça s'est passé d'ailleurs pour eux hier ? Eh bien, plutôt bien. Peter Corneli a fait son petit travail de l'ombre. En tout cas, il dispute 26 minutes. Contre la Bosnie, il prend 6 rebonds, réalise un bloc. De son côté, Mathieu Strazel a été plutôt discret face à la Croatie avec 3 points, 0 sur 4 pour Jusser
cercle par contre, et 5 assists. En revanche, face aux Bosniens, il a pris le rôle de shooter. 15 points en 18 minutes à 5 sur 7 à longue distance. Malheureusement, la grosse tâche sur sa feuille de stats, c'est le nombre de pertes de balles élevé à 6. Par contre, un joueur est clairement sorti du lot. Il n'est pas là ce soir. Bien évidemment, c'est Elio Kobo, revenu de blessure juste avant la Leaders Cup. Il confirme sa bonne forme du moment, MVP de la victoire en Croatie avec 16 points en 22 minutes en sortie de banc. Des step-back maîtrisés à la perfection, des beaux drives et une belle distribution. Face à la Bosnie ce lundi soir, il a été un peu moins adroit, 13 points en 25 minutes en sortie de banc toujours, avec un petit 1 sur 5 derrière l'arc. Mais en patron, il a su prendre les choses en main et inscrire un buzzer beater de folie. Score final 76-74 pour les Bleus. L'équipe de France qui obtient donc son ticket pour l'Eurobasket qui se tiendra du 27 août au 14 septembre en Lettonie, Finlande, Pologne et à Chypre. C'est l'heure du quiz, spécial numéro 15, messieurs. Duel de haut vol ce soir entre Quentin et Jules. On commence par des questions individuelles. Quentin, on commence par vous. Chris Ashton a fait les bonheurs du RCT lors de la saison 2017-2018. Plus en tant qu'ailien, mais il a aussi évolué à l'arrière. Sur cette saison, il dispute 30 matchs au total, 23 en top 14, 7 en Champions Cup. Combien de décès inscrit-il ? 24. Un peu plus. 27 alors. 26, juste en dessous. 26 essais en 30 matchs, rendez-vous compte, c'était complètement fou avec ce fameux H-Splash. Quentin, on continue avec vous, petit parcours de footballeur. Il est le 15e plus gros achat de l'histoire de l'OGC Nice. Alors c'est pas un grand indice pour l'instant. Voici sa carrière. Alors il commence à Lyon, ensuite Nice, Hertha Berlin, en prêt Stade de Reims, Hibernian FC en Écosse, toujours en prêt. Et actuellement il évolue à Al Kholoud en Arabie Saoudite. Il faut se concentrer plutôt sur ses débuts en Lyon-Nice. Tu me poses une colle. Jules, t'as une idée ? Lucas Touzard ? Non. Non, Lucas Touzard, il a joué à l'Union et il a jamais joué à Nice. J'avoue que... Attends. C'était en quelle année à peu près qu'il ça passe à la Nice ? Il y a 6 ans 6-7 ans. Un joueur qui promettait mais qui par les blessures etc. Je sais pas du tout. Miziane Maolida. J'aime pas qui c'est. Ouais. Jules, à votre tour. Avec on avait plaisir. dit un quiz relevé ce soir et ça n'en dément pas. Question cyclisme, très rapide. Tour de France est arrivé à Nice l'été dernier. Oui. Mais qui portait le dossard numéro 15 ? Oula. En faisant le lien peut-être avec l'équipe. Alors là, un coureur qui a un parcours un peu particulier. Est-ce que déjà vous sauriez retrouver l'équipe qui est concernée ? Dossard numéro 15. Dossard numéro 15. Alors, non, pas du tout. Absolument pas. Alors, sachant que la première équipe, c'est Jumbo Visma. Ouais. Visma Dossard numéro 15, pardon, oui. Donc la deuxième qui correspond au dossard numéro numéro 15, c'est UAE. Perdu. Ouais. Donc un coureur de UAE. On recherche un coureur de UAE. Ah bah Pogacar ? Non, Pogacar il a le 11. Pogacar avait le 11. Ayuso, non ? Non. Il s'agit de Pavel Sivakov. C'est un parcours un peu particulier, né en Italie, passé par Ineos. Donc voilà, un coureur qu'on apprécie. Il nous fait pas de cadeau ce soir le chef. Hein. Jules aussi spécialiste de ski alpin. Alors question ski alpin par rapport à l'année 2015. Il y a eu les championnats du monde cette année-là. Ouais. La France remporte une médaille d'or, c'était au slalom, mais qui c'est ? Est-ce que vous saurez ? Jean-Baptiste Grange. Jean-Baptiste Grange, bonne réponse. T'es cadeau Jules Cotta Lorda. Bon, pour l'instant, Jules mène bien évidemment. Chacun votre tour, un peu en mort subite, messieurs, pour terminer. Vous allez me citer un joueur qui fait partie du top 15 des plus gros achats de l'histoire de l'AS Monaco. Les plus gros achats en période de mercato. Quentin, commencez. James Rodriguez. James Rodriguez, premier en provenance de Porto, 45 millions. Radamel Falcao, juste derrière en provenance de l'Atlético, 43 millions. La même année, 2013-2014. Subasic. Non. Je suis déjà mort. Bernardo Silva. Non plus. Ça continue, messieurs. Ben Yedder à Toulouse. Ben Yedder, 3ème en provenance de Séville. Ouais, de Séville. 40 millions en 2019-2020.
Voland était libre ou Voland, je Non. ne l'ai pas. dans le top Voilà. 15. Parce que Zakaria était. Zakaria est bien là en 11e position en provenance de la Juve, 20 millions. Berbatov. Non. Mbolo. Non plus. Enrique. Caio Henrique. Non. On est bon. Hein. Alors dans l'effectif actuel, messieurs, on a 1, 2. On en a 2. Camille Glick. Non. Il est pas dans l'effectif actuel. Hein. Ouais, Ah oui, Minamino. ouais. Non plus. Ah ok. Non. El Shaarawy. J'ai entendu Golovin dans le public, effectivement. Golovin en provenance du CSKA Golovin, Moscou, ouais. 30 millions en 2018. Thilo Kehrer. 2019. Ah Thilo oui. Kehrer, non. Ok. Oh, super. Non, pas El Shaarawy. Il était. Je pense, après. Alors là. Alors on va remonter depuis défense la 15e place. Ouais. La 15e place, c'est le plus ancien, c'était en 2000-2001. Ah, En Morientes. provenance de Rennes. Non. Un attaquant, justement. De Rennes. Ah, Chabaninonda. Chabani. Le Fala. Très bonne réponse. Chapeau. Je m'incline. 14e, on Je m'incline. remonte en provenance de Lyon, un jeune espoir, mais qui n'a pas du tout percé. Ah oui. Ah, comment il s'appelait? Pas du tout percé Oui, à bien Monaco. Je sais même pas où il joue en ce moment. Oui. Quelle année t'as dit? Ah oui. 2018-2019, il arrive à Monaco. De Lyon. Ah oui. Comment il s'appelle? Oui. C'était un jeune espoir du centre. Goebbels. Willem Goebbels. Goebbels. Willem Absolument. Goebbels. On Absolument. remonte ensuite 13e place. Toujours 20 millions en provenance de Leverkusen, un latéral. Henriks. Henriks, effectivement. En provenance de Séville, un milieu de terrain qui est aujourd'hui en Ligue 1. Ça remonte en 2013-2014. Ça, c'était il y a 10 ans. Et son Kondogbia passage à Kondogbia, exactement. On remonte encore 10e position. Pareil, un espoir italien. Très prometteur. Pellegrini, ouais. Pellegrini, effectivement. En provenance du Genoa, 21 millions. On remonte encore un milieu en provenance d'Anderlecht. Tillmans, 25 millions. Même prix, un autre milieu en provenance de Porto. Très bon joueur de ballon. Petit gabarit. Portugais du coup? Portugais. 2013-2014. Moutinho, bien sûr. Bien sûr. Moutinho, un attaquant ensuite en provenance de la Lazio, 30 millions. Ah oui. Comment il s'appelait? Sénégalais. Keita Baldé. Baldé, effectivement. Un autre ailier en provenance de l'Atlético, 30 millions. Ailier explosif, technique. Oui. Portugais. Je l'ai. Gelson Martins. Effectivement. Et le dernier, 4e en provenance d'Arsenal. Balogun. Folarin Balogun. 40 millions. Non, 30 millions, excusez-moi. Voilà, c'est la fin de ce quiz, messieurs. On l'avait dit, un quiz relevé. Oui. Et ça n'a pas Je loupé. crois que Quentin a gagné à la fin avec toutes ses réponses en rafale. Ouais, j'ai eu Je le félicite, bravo. On Bravo, reconnaît le milieu Bastien qui envoie des passes D un peu partout. On reconnaît. Voilà des petits indices qui Merci, vont bien. c'est gentil. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve mardi prochain, même heure, sur EDGFM. Ciao, ciao.